Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Il n'est plus possible de croire que tous les diplômes ont une valeur unique et immuable. Cet espoir est déraisonnable, alors que chacun d'entre nous est parfaitement conscient que ce qui fait la valeur d'un diplôme, c'est d'abord le diplômé lui-même. Mais jusqu'à une date récente, il était réconfortant pour tout le monde de croire que tous les diplômes avaient une seule source de valeur. Et mieux encore, que cette valeur pouvait facilement être mesurée. Pour se repérer, nous avions le choix entre deux adages. Plus c'est cher et plus c'est bon. La valeur d'un diplôme découlait ainsi de son coût d'acquisition. Ou bien, plus c'est long et plus c'est bon. C'était cette fois la longueur des études ou de la formation qui était censée fixer la valeur du diplôme. La conclusion de ces raisonnements était évidemment de privilégier la valeur marchande de tous les diplômes suivant le principe « Dis-moi quels sont tes diplômes, et je te dirai combien tu vaux ». Que s'est-il donc passé pour nous obliger à modifier notre regard sur l'économie des diplômes ? On peut rapidement éliminer la piste d'une perte totale de la valeur des diplômes, qui aurait fait de la recherche de la valeur des diplômes un faux problème. Dans une économie où sévit un chômage de masse, plus que jamais les diplômes conservent une valeur, celle de protéger leurs titulaires de la précarité voire de la marginalisation sociale. Il nous faut donc chercher ailleurs l'origine des ruptures dans la chaîne de construction de la valeur des diplômes. Et en suivant d'abord une piste inattendue, celle de la fixation de la valeur des diplômes par le juge. La valeur des diplômes fixée par le juge. Les diplômes ont acquis une valeur monétaire. Que cette affirmation choque ou qu'elle paraisse d'une flagrante banalité, il est désormais facile de vérifier cette réalité pour chacun d'entre nous. Mais la valeur des diplômes n'est pas connue à l'avance. Elle reste incertaine et même aléatoire. En effet, sur le marché des diplômes, de nombreuses forces de stabilisation et de déstabilisation s'affrontent. Les forces de déstabilisation sont d'origines diverses. Aléas de la conjoncture économique, afflux de nouveaux diplômés, évolution des métiers, offre de nouveaux diplômes aux vertus incertaines, recommandations plus ou moins avisées des prescripteurs et des conseils. L'action de ces forces de déstabilisation est amortie par le jeu combiné d'autres acteurs concourant à stabiliser le marché des diplômes. On pense bien sûr immédiatement à celle de l'État, et tout particulièrement aux institutions scolaires et universitaires. Une autre institution joue un rôle majeur, l'institution judiciaire. Les juges n'interviennent pas directement dans la fixation de la valeur des diplômes. Ils ne prennent position ni sur la valeur scolaire, ni sur la valeur économique des diplômes. Mais ce sont eux qui ont consacré le principe de la valeur de tous les diplômes, les grands comme les petits. Ils ont accompli cette action de reconnaissance à l'occasion d'incidents portant sur la délivrance des diplômes, ou de conflits dans l'estimation de la valeur des diplômes. Par rapport aux autres acteurs économiques ou administratifs, les juges ont deux avantages. Ils peuvent répondre au cas par cas aux situations qui leur sont soumises. Ils obligent toutes les parties au procès à justifier leurs demandes, et donc à argumenter leur point de vue sur la valeur des diplômes. En contrepartie, ils se retrouvent devant l'injonction de régler toutes les affaires qui arrivent devant eux, sans pouvoir se retrancher derrière le manque de lisibilité des diplômes, l'absence de barème établissant leur valeur ou plus simplement leur doute ou leur hésitation. Les juges ont l'obligation de juger et dans le cas présent de fixer une valeur pour chaque diplôme. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Article 4 du Code civil. Il ne faut guère en être surpris. Les juges ont beaucoup de difficultés pour trouver des repères susceptibles de les renseigner sur la valeur des diplômes. Les méthodes qu'ils utilisent sont fondées sur des comparaisons. Comparaison entre la situation d'une personne diplômée et celle d'une personne non diplômée. Comparaison entre les diplômes, niveau, spécialisation, adaptation au marché des emplois. Prise en compte ou pas de la conjoncture économique. Les résultats de ces comparaisons sont bien sûr approximatifs, et leurs décisions sont inévitablement empreintes de subjectivité. Mais l'essentiel n'est pas là. Les juges sont les seuls à pouvoir organiser des va-et-vient réguliers entre la valeur économique des diplômes et leur valeur juridique.
Pour mener à bien cette opération, ils procèdent toujours de la même façon. Ils ne peuvent se contenter d'entériner la valeur économique des diplômes, il leur faut toujours remonter à leur valeur dans l'ordre scolaire. Ni purement scolaire, ni purement économique, leur jugement agrégeant finalement des variables de nature très différentes. Les diplômes, une économie de spéculation. La valeur des diplômes ne découle donc pas d'une source unique. Les juges en ont fait la douloureuse et exigeante expérience. Ils ont confirmé l'existence de nombreux facteurs de valorisation et de dévalorisation propres à chaque type de diplôme. Ils nous obligent à notre tour à observer concrètement les différents modes de fabrication des diplômes et des diplômés. Pour nombre de diplômés, c'est encore le titre qui crée la valeur. Les titres conditionnant l'accès à certaines professions représentent la quintessence de ce mode de création de la valeur des diplômes qui, loin de disparaître, a reçu récemment l'onction du Conseil constitutionnel. Et c'est ce modèle canonique qui continue en France à irriguer très fortement l'ensemble de l'économie des diplômes. On comprend dès lors le rôle essentiel des juges dans la protection de tous les titres scolaires, universitaires et professionnels reconnus par l'État. À côté de cette mission structurelle et permanente, les interventions directes sur le marché des diplômes sont conjoncturelles et beaucoup plus limitées. C'est le cas en particulier dans l'espace européen des diplômes, espace dans lequel la mobilité des étudiants a été facilitée et où prévaut, mais sur un champ relativement restreint, la règle de la reconnaissance réciproque des diplômes entre pays de l'Union européenne. Les juges se sont trouvés investis d'une autre mission, celle de conforter la police des diplômes confiée aux autorités éducatives et aux autres autorités administratives. Cette police des diplômes peut être ancienne comme celle exercée par les services de l'éducation nationale sur les établissements d'enseignement. Elle est plus récente lorsque le service de la répression des fraudes poursuit des fabricants de diplômes indélicats. Toutes ces interventions ont en commun de préserver la valeur des diplômes, leur valeur juridique et ou leur valeur économique. L'objectif est double. Il s'agit à la fois de garantir la crédibilité des diplômes nationaux mais aussi de réguler si possible le marché des diplômes. Si les juges sont ainsi mobilisés pour contrôler l'offre de diplômes, c'est que le marché des diplômes est devenu un marché spéculatif. C'est le résultat immédiat des incertitudes pesant sur la valeur des diplômes. Certes, on ne spécule pas encore sur les diplômes comme on spécule à la bourse. Les États-nations et l'État français en particulier œuvrent activement pour prévenir les tentatives les plus sérieuses de déstabilisation de l'ordre scolaire. Mais l'État ne peut pas tout. Ce sont les entreprises qui, par leur recrutement, fixent librement la valeur économique des diplômes. Et c'est le marché des emplois qui dicte sa loi au marché des diplômes. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la situation emblématique des étudiants étrangers. Les étudiants qui ont eu la mauvaise idée de choisir des diplômes inadaptés aux besoins de l'économie française sont priés de quitter le territoire national dès la fin de leurs études. Un autre phénomène alimente la spéculation sur la valeur des diplômes, l'apparition d'une nouvelle génération de diplômes. Ces diplômes sont des diplômes non nationaux, infranationaux ou supranationaux. Les diplômes d'université, représentent l'archétype des diplômes infranationaux. Les diplômes supranationaux, quant à eux, sont issus de la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Vis-à-vis de ces diplômes non nationaux, l'État est désarmé. Ce sont les établissements d'enseignement et en particulier les universités qui sont à la manœuvre, en créant des diplômes dont la valeur économique est incertaine. La régulation des diplômes médicaux non nationaux par l'Ordre des médecins préfigure peut-être un nouveau type de régulation de ces diplômes, une régulation par les organisations professionnelles. En attendant, une chose est sûre, l'offre des diplômes explose. Et les spéculations vont bon train sur la valeur économique de tous les diplômes. Plan de l'ouvrage. 4 thèses constituent les 4 parties de l'ouvrage. Thèse 1, tous les diplômes ont une valeur. Thèse 2, tous les diplômes n'ont pas la même valeur. Thèse 3, certains diplômes peuvent avoir une valeur trompeuse. Thèse 4, certains diplômes peuvent perdre leur valeur. Ces 4 thèses illustrent les différents moments et présentent les nombreux mécanismes de création et de perte de la valeur des diplômes.
Les constats faits dans ces 4 parties convergent pour accréditer l'idée d'une économie des diplômes désormais beaucoup plus mobile et volatile, qui nous éloigne chaque jour un peu plus du rêve inaccessible de pouvoir calculer la vraie valeur de chaque diplôme. Une valeur définitivement unique et aisément calculable. Nous proposons aux lecteurs en début d'ouvrage de tester eux-mêmes cette hypothèse, en leur soumettant un test d'auto-estimation de la valeur de leur dernier diplôme. Une analyse de ce test figure en fin d'ouvrage. Un index de tous les diplômes cités est également joint. Test sur la valeur des diplômes. Quel jugement portez-vous rétrospectivement sur le dernier diplôme que vous avez obtenu? Total des points obtenus sur 80 possibles. Dans ce test, 20 paramètres ont été sélectionnés. Ces paramètres sont ceux qui vont être analysés dans la suite de l'ouvrage. Les résultats à ce test n'ont évidemment aucune valeur scientifique, ils figurent en fin d'ouvrage. Ce test n'a qu'un but, stimuler la réflexion sur ce thème difficile à appréhender. Comment attribuer une valeur à un diplôme? Première partie, tous les diplômes ont une valeur. Jusqu'à sa délivrance, la question de la valeur d'un diplôme ne se pose pas. Après sa délivrance, sa valeur reste incertaine tant que le diplômé n'en a pas fait usage, en particulier pour trouver un emploi. En soi, un diplôme n'a pas de valeur sauf à titre personnel. À partir du moment où le diplômé a trouvé un emploi, il est impossible d'ignorer la possible voire probable relation entre cet emploi et le diplôme. Sans savoir exactement dans quelle mesure l'obtention de l'emploi est directement imputable à son diplôme, le diplômé peut revendiquer une reconnaissance de sa valeur. C'est par accident et par exception que des juges se trouvent devant l'obligation de réparer le préjudice économique causé à des personnes abusivement privées de leur diplôme pendant un certain temps, à la suite d'une faute de l'administration. Rien ne prédisposait les juges à cette mission. Sauf si on veut bien admettre qu'il est impossible d'imaginer un système d'irresponsabilité de l'administration dans la délivrance de tous les diplômes. Dans ce système irresponsable, les candidats se présenteraient aux examens à leurs risques et périls. Les victimes des erreurs de l'administration seraient interdits de toute réclamation et privés de réparation. Un tel scénario est évidemment absurde, alors qu'au contraire l'État fait tout pour garantir la sécurité des examens et la délivrance des diplômes. Placés au bout de la chaîne administrative, les juges doivent donc eux aussi soutenir cet effort de sécurisation et défendre la valeur de tous les diplômes. Mécaniquement, ils se retrouvent à jouer un rôle de révélateur de valeur pour les diplômes qui n'ont pas été délivrés dans le respect des lois de la République. Ce rôle surprenant leur convient relativement bien. Pour garantir une juste réparation à tous les diplômés, ils vont en effet pouvoir prendre en compte leur situation singulière. 1.1. La chance d'être diplômé. Sur un plan statistique, la chance des diplômés se mesure facilement dans le fait de trouver plus facilement un emploi que les non-diplômés. Mais on peut aussi essayer d'estimer la valeur d'un diplôme à un moment donné. C'est ce que doivent faire les juges lorsque des personnes s'adressent à eux parce qu'elles ont été privées de la détention d'un diplôme du fait d'une faute de l'administration. Les juges tentent alors de réparer le préjudice matériel de la personne diplômée, durant le temps où elle a été privée de la jouissance de son diplôme. Cette opération juridique n'est possible qu'à 2 conditions. Le diplôme a finalement été obtenu par la personne. Ce diplôme a pu être rapidement utilisé sur le marché du travail. Lorsque ces 2 conditions ne sont pas réunies, il n'est pas possible pour les juges d'estimer la valeur monétaire d'un diplôme. Les hypothèses où le diplôme n'est pas obtenu sont les plus fréquentes. Soit parce que l'administration n'a pas permis à la personne de terminer sa formation. Soit parce que la personne n'a pas poursuivi ses études. Soit parce qu'elle a changé d'orientation. Dans toutes ces situations, il peut y avoir un préjudice à réparer pour la perte de chance d'être diplômé, mais il n'y a jamais de perte de gain avérée. La perte de chance d'être diplômé ne doit donc pas être confondue avec la perte de gain des diplômés. 1.1. L'utilité du diplôme, une source de gain immédiat.
Ce qui crée la différence de statut économique entre le diplômé et le non-diplômé, est donc la délivrance du diplôme. Mais le calcul de la valeur du diplôme est d'autant plus délicat qu'il s'est écoulé du temps entre le moment de la faute initiale de l'administration et le moment de l'accès à l'emploi. Plus le lien entre le diplôme et l'emploi est distendu, plus des facteurs extérieurs peuvent parasiter l'appréciation de la valeur objective du diplôme. Nous verrons que dans certains cas, les juges renoncent à se prononcer sur la valeur des diplômes en considérant que le lien entre l'obtention du diplôme et l'accès à un emploi n'est pas suffisamment établi. En soi, ce mode d'estimation de la valeur des gains procurés par les diplômes n'a rien d'exceptionnel. Vouloir estimer la valeur d'un diplôme à date fixe et à délai rapproché est une méthode largement utilisée pour mesurer les taux d'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Pour chaque diplôme par diplôme, les juges fixent donc un montant estimé des gains perdus par les diplômés. Les juges n'ont pas à tenir compte de tous les paramètres économiques qui peuvent affecter la valeur des diplômes. Changements technologiques, évolution du marché de l'emploi, création de nouveaux diplômes concurrents, apparition de déséquilibres structurels ou conjoncturels dans certains secteurs économiques. Ils hésitent à qualifier juridiquement la nature des préjudices constitutifs des pertes de gains subies par les diplômes. Ces préjudices sont tour à tour qualifiés de préjudices matériels, financiers, économiques ou même moraux. Lorsque le diplôme a été obtenu, cette dernière qualification semble assez inappropriée sauf s'il s'agit d'une réparation complémentaire à celle de la perte de gains. Exemple, privation d'un statut, dégradation de l'état de santé de la personne, atteinte à sa réputation ou à son image. 1.1.2. La valeur des diplômes, évaluation et réparation. Pour calculer la valeur des diplômes, les juges sont manifestement embarrassés. Ils disposent pourtant de deux principes de réparation des dommages causés par l'administration qui devraient faciliter leur tâche. Le principe de réparation intégrale des préjudices doit les conduire non seulement à faire l'inventaire de tous les types de préjudices financiers et moraux subis par les diplômes, mais à chiffrer le plus exactement possible la perte effective de gains. En application de ce principe de réparation, les juges doivent mesurer exactement les gains réels dont les diplômés ont été privés jusqu'à l'arrivée dans leur poste de travail. C'est à partir de ce calcul qu'ils peuvent compenser la perte de gains des diplômés. Le principe de l'évaluation du préjudice limité aux avantages déjà acquis leur permet de se prémunir contre les risques d'extrapolation intempestive. Toutes les perturbations subies par les diplômés dans leur carrière professionnelle ne peuvent donner lieu à réparation, car leurs effets restent en très grande partie indéterminables. Dans chacune de ces décisions, le juge ne peut en effet se prononcer que sur l'utilisation effective du diplôme parmi d'autres qui étaient envisageables. Mais cette méthode d'évaluation n'est en rien discriminatoire. C'est celle que suivent tous les candidats à un emploi, qui ne peuvent connaître tous les emplois auxquels ils auraient pu accéder. 1.1.3. Le hit-parade des diplômes classés suivant leurs gains virtuels. La présentation de ce hit-parade ne doit pas faire illusion. Cette liste ne constitue ni une échelle de valeur des diplômes, ni un barème d'indemnisation. Chacune des décisions a été prise dans un contexte particulier, qui n'autorise aucune comparaison entre les diplômes. Son seul intérêt est de montrer la variété des types de diplômes soumis à évaluation. L'échantillon regroupe 14 décisions classées en fonction de la valeur décroissante des réparations financières accordées par les juges, vois tableau page 33. Ce classement ne reflète pas la valeur nominale des titres car dans certains cas, les juges ont dû réparer la perte de diplôme durant plusieurs années consécutives. Chacune des décisions est présentée de façon synthétique en faisant apparaître ses références et l'argumentation des juges. Diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 13 octobre 2011. Un étudiant a été exclu irrégulièrement d'un institut de formation, avant d'être réintégré 2 ans plus tard. Les juges ont considéré qu'il avait été privé de son diplôme pendant 3 ans. Pour fixer à 32 000 € le montant de son préjudice financier, les juges ont refusé de prendre en compte les offres d'emploi collectées par l'étudiant durant ces 3 années perdues,
offre dont il avait chiffré la moyenne à 1880 € mois. Diplôme d'ingénieur, arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 13 octobre 2005. La scolarité d'un étudiant avait été prolongée d'1 an, à la suite de son redoublement en 3e année. La décision du jury de l'école d'ingénieurs a été annulée pour ne pas avoir respecté les modalités du règlement intérieur de l'école, lors du déroulement du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.